Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous recevoir sur ce webinaire et de pouvoir vous parler de ce matin d'un sujet d'actualité et qui va vraiment prendre de l'ampleur les prochaines années, le headless et l'API First. On va attendre peut-être encore 30 secondes que des participants arrivent, mais je vais vous présenter ce webinaire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de CMS Headless et de CMS API First, et plus particulièrement d'un CMS que j'affectionne beaucoup, qui s'appelle Drupal, et comment ce CMS peut consolider la réussite de votre stratégie web omnicanal. Comment ça va se dérouler, ce webinaire? D'abord, je vais me présenter. Je vais présenter qui nous sommes, ma société et moi. Ensuite, on fera un récapitulatif de la vision de l'écosystème web et de l'écosystème digital en 2021 pour poser les bases. Ensuite, on fera un focus sur Drupal, le premier CMS API First, c'est-à-dire qui est une API en plus et même avant d'être un CMS. On vous présentera le cas d'application donc d'un site web headless. Qu'est-ce qu'on appelle un site web headless? Comment ça marche? Et un cas d'application bien sûr à Drupal. On vous présentera 3 retours d'expérience de sites qu'on a fait chez Access en headless, en Drupal, pour vous montrer les avantages, les inconvénients, et puis pour vous donner nos retours d'insiders. Et puis on gardera un peu de temps pour les questions-réponses sur la fin de ce webinaire, si vous en avez, qu'elles soient orales ou bien dans le canal du chat que vous avez sur votre droite. Rapidement, je vais me présenter. Moi, je suis Sylvain Moreau, je suis le directeur commercial du centre d'expertise open source du groupe Access. J'ai une formation d'ingénieur et une double formation aussi de business. Je suis un passé d'entrepreneur puisque j'ai montré cette société, ce centre d'expertise en 2001, qui a rejoint le groupe Access. Et ça fait depuis 2000 que je fais de l'Internet. Vous avez toutes mes coordonnées, notamment mon profil Drupal. Les slides de cette présentation vous seront envoyés à la fin du webinaire, donc pas la peine de prendre de notes. Vous pouvez tout retrouver à la fin, on vous enverra tout ça. Access, on est un groupe 100% digital, solide et engagé, et notre mission, c'est dans le respect de nos valeurs. On a un certain nombre de valeurs qui nous animent. On propose à nos clients un système d'information performant et sécurisé. Donc on a une offre globale de transformation digitale. Ça se traduit par 3 pôles d'expertise. Le premier, ce pôle de cloud computing, donc c'est la transformation digitale au niveau du cloud, de l'hébergement infogéré, de l'infogérance, des services managés, et on est plus particulièrement présent dans la distribution automobile. Pour assurer ces hébergements, on a 3 data centers souverains, donc ils sont situés en France. Les données sont en France, donc 2 à Paris, Nanterre, Saint-Denis, 1 à Lyon, et on est agréé hébergement de données de santé qui correspond à un certain niveau de sécurité et de confidentialité des données. À côté de ça, on a un deuxième pôle d'édition de logiciels, des logiciels métiers sur des verticales, notamment la santé au travail, l'éducation, mais aussi la formation avec un ERP pour les centres de formation, et des offres logicielles de dématérialisation, que ce soit des process métiers pour des gros groupes industriels, ou alors que ce soit des documents factures fournisseurs pour de la GED aussi. On a des certifications, des partenariats à cette occasion-là. Vous les voyez en dessous. Et on a aussi un dernier pôle dont je fais partie, qui est le pôle service, avec en fer de lance le centre d'expertise de développement web open source, AOWS, dont je suis directeur commercial, des practices de conseil digital, de SEO et de SIA, donc tout ce qui est référencement, achat de mots-clés, stratégie digitale, community management, c'est des prestations qu'on assure. On assure l'intégralité de la chaîne, notamment marketing automation. On intègre des solutions open source, donc là, c'est les partenariats qu'on a sur Zimbra, Alfresco, GLPI, qui sont des solutions open source de messagerie, de GED et de gestion de parc informatique. Et on a des pratiques de conseil, de formation et d'ingénierie logicielle. On travaille avec des partenaires institutionnels qui sont entrepreneurs du monde, crédit, microcrédit pour les pays en voie de développement, réseau Entreprendre en France, on accompagne les chefs d'entreprise, et BPI France, on est labellisé BPI France Excellence depuis 2010. Ça se traduit, on existe depuis 20 ans, on est plus de 300 à Lyon, Valence et Paris. On investit beaucoup de notre CA en R&D pour les logiciels. On a beaucoup de revenus récurrents et c'est à peu près 30 millions de chiffre d'affaires. Je vais passer rapidement et vous présenter mon centre d'expertise, donc AOWS, le centre d'expertise Drupal Open Source d'Access. Nous, ce qu'on fait, c'est du Drupal et on est un acteur majeur de cet écosystème, d'où ce webinaire un peu orienté Drupal. Ce qu'on fait, c'est du développement au forfait,
C'est vraiment notre ADN, donc c'est plus la moitié de notre chiffre d'affaires. Et une fois qu'on a mis en ligne ces sites, une fois qu'on les a fait naître, on les fait grandir, on les accompagne. Et donc, on fait aussi de la tierce maintenance applicative. La TMA, c'est un peu moins de la moitié de notre chiffre d'affaires. Notre positionnement, et à côté de ça, on a de l'expertise et de l'hébergement et de l'infogérance. Notre positionnement, justement, c'est cet accompagnement DevOps, c'est-à-dire qu'on maîtrise l'ensemble de la chaîne, à la fois le côté développement, mais aussi le côté admin 6. On est capable de parler et de mettre en place des process et des méthodes pour que tout ça soit fluide, qualité, sécurité, performance. On a des références de mise en œuvre complexes, je vais vous en présenter quelques-unes, mais on est très open source, c'est-à-dire qu'on participe à la communauté Drupal, on fait ce qu'on appelle le give back more, on rend plus à la communauté que ce qu'elle nous a donné, et on aime bien sponsoriser, traduire, corriger des bugs, développer des modules, aider et former des jeunes qui découvrent Drupal. Ça fait partie vraiment de nos actions. On est membre justement actif de l'association Drupal France. Et où est-ce qu'on est situé? On est principalement à Lyon. On a beaucoup de personnel à Lyon et à Paris aussi. Notre agence principale est à Paris. On fait peu de sous-traitance, on fait pas du tout d'offshore et on se positionne en tant qu'expert. On est 40 et on fait un peu plus de 4 millions de chiffre d'affaires. Nos références, et je vais vous en présenter quelques-unes dans le détail, mais on est surtout dans le domaine institutionnel, dans le domaine culturel, muséal. On travaille beaucoup avec les ONG aussi, et on travaille aussi la moitié avec le secteur privé, et ça va être pour des industriels et aussi pour des éditeurs. On est très implanté dans le milieu de l'édition, notamment scolaire et parascolaire. Quelques références. Une de nos dernières références dont on est très très fier, c'est l'UNESCO. On vient de mettre en ligne à l'occasion du 75e anniversaire de l'UNESCO le site unesco.org qui est en train de tout son contenu est en train d'être migré sur notre nouveau site. Et pour eux, on a fait bien plus que ça, c'est-à-dire qu'on a refondu tout l'écosystème web. On a créé à la fois une usine à sites et aussi un design system qui permet de gérer la migration de tous ces sites. Donc il y en a des dizaines, voire des centaines, sur un socle Drupal 9 usine à sites assez complexe et assez évolutif. On a ensuite, je voulais vous parler de Paris Musée, autre référence dont on est très fiers. Donc vous voyez, c'est très culturel, institutionnel, mais pour nous, c'est des très beaux projets. C'est un client qu'on accompagne depuis de nombreuses années et le projet de référence, c'est le portail des collections, c'est-à-dire qu'on met à la disposition en ligne du grand public et aussi des chercheurs qui ont besoin de beaucoup de données, plus de 300 000 œuvres qui sont accessibles en ligne, indexées, et surtout qui, depuis quelques années, enfin depuis 1 an maintenant, sont en open content et en open data. Donc il y a une partie en open data et une plus petite partie en open content. On a plus de 150 000 œuvres qui sont en Creative Commons 0, c'est-à-dire qui sont librement utilisables et surtout qui sont utilisables par le biais d'une API. Donc aujourd'hui, on va beaucoup parler API. On a développé beaucoup d'API pour Paris Musée sur l'open data et sur l'open content. On a ensuite le Conseil constitutionnel, donc c'est très institutionnel qu'on accompagne depuis quelques années maintenant sur la refonte et puis sur la TMA évolutive. Donc forts enjeux de sécurité et de réactivité. On a Campus France qui est pour lequel on a fait une usine à sites qui permet de gérer des sites dans 97 pays, dans plus de 20 langues. Donc là, on est sur un système d'usine à sites multisite sous Drupal. Pareil, on en est très fiers. Pour vous parler aussi des problématiques qu'on adresse aujourd'hui dans cette transformation digitale, l'accessibilité numérique sur les sites publics est une contrainte et surtout une chance. Et on travaille avec l'AGFIP depuis de nombreuses années maintenant, et on a créé ce site qui est conforme à 98% au référentiel RG2A, et on le maintient dans cet état. Et c'est la preuve qu'on peut arriver à faire des beaux sites accessibles avec des vrais enjeux. Donc on travaille beaucoup sur ces problématiques, notamment à l'occasion de ce projet-là. Et comme je vous le disais, on travaille beaucoup avec des éditeurs. Donc on s'occupe des sites e-commerce, notamment de Bordas, et qui est un très long utilisateur de Drupal, puisqu'on a commencé en Drupal 5. Aujourd'hui, on est en Drupal 9. Et on a Boiron aussi, donc je vais vous présenter une étude plus détaillée d'un des sites qu'on a réalisé pour eux. On a refondu et on a créé un portail d'usine à sites qui permet de générer à la fois des sites produits et à la fois des sites pays en headless. Donc c'est un très très beau projet en Drupal headless.
Et dernier point, si Drupal est très adapté à des logiques de portail, il est aussi à des logiques d'extranet métier, notamment pour le secteur privé. On en a fait beaucoup. Un des exemples, c'est la banque Rothschild. On fait des extranets pour les traders, pour de l'information financière en temps réel, avec beaucoup d'enjeux d'échange de données et de l'API aussi. Je vais maintenant passer au webinar en lui-même. Et la première partie dont je voulais vous parler, c'est la vision de l'écosystème web en 2021. Et en fait, aujourd'hui, on parle même plus d'écosystème web, on parle d'écosystème digital. On a eu un glissement sémantique du web vers le digital, ce qui montre bien qu'on est passé à autre chose qu'Internet. Vous allez voir, on est dans des océans des flux de données qui va falloir organiser et surtout faire parler tout ce petit monde. Donc si on revient dans le passé, et c'est pas très loin finalement, on va commencer aux années 2000 et rassurez-vous, je vais pas vous parler longtemps de tout ça, mais c'est pour bien voir la transformation, ce qu'elle a apporté. On a assisté dans les années 2000 au grand boom de l'internet. Donc on avait des sites internet qui étaient généralement administrés par des webmasters, donc quelqu'un à profil technique qui mettait à jour des pages, généralement par le biais d'un logiciel FTP. Et les sites étaient à jour comme ça. Les interactions avec les internautes étaient limitées. Les internautes venaient les consulter. Quelquefois, on avait des forums de discussion, des fonctionnalités un peu interactives, mais ça se limitait là. Et à côté de ça, vous aviez les systèmes d'information de l'entreprise. Donc là, on parle de sites portail, de gros sites qui sont gérés par des entreprises. On avait le système d'information de l'entreprise, donc avec tous ces composants que sont par exemple le CRM pour gérer les clients, le RP pour gérer les ressources de l'entreprise et la GED pour gérer la documentation, d'autres composants logiciels. Mais si vous regardez bien, ces ensembles étaient complètement cloisonnés. Donc c'est ce que représentent ces deux barres. On n'avait aucune liaison entre les deux et puis le web était un peu le parent pauvre de l'informatique. Si on passe un peu plus loin, dans les années 2010, on a connu le début de la transformation digitale. Donc, nos sites sont devenus des portails avec plus de fonctionnalités utilisateurs et notamment le e-commerce, pour prendre cet exemple. On a toujours ce même monsieur webmaster, mais le métier, c'est aussi adjoint les services de contributeurs, c'est-à-dire des gens qui venaient saisir du contenu sans aucune connaissance en langage HTML, en FTP, c'est-à-dire qu'on avait des vrais contributeurs qui venaient mettre à jour du contenu sur le site internet. Il y en a toujours, hein, mais je parle au passé pour me remettre dans cette époque. On avait du coup l'internaute qui s'est transformé en client, qui venait non seulement faire des choses un peu consulter du contenu, faire des choses interactives sur le site, mais aussi faire des actes d'achat et commencer à pouvoir acheter, se faire livrer depuis Internet. Donc ça impliquait que les systèmes d'information à la fois de l'entreprise, mais aussi des partenaires. Les partenaires, ça peut être la logistique, ça peut être l'apparition des premiers ad servers, gérer de la pub sur son site internet, qui était devenu un média. Pareil, Google Shopping pour mettre en valeur ses produits. Tous ces systèmes d'information ont commencé à avoir besoin de communiquer. Et donc, on est passé d'un très plein à pointillé, puisqu'il a fallu échanger des données. Et ces échanges de données, ils ont pris plusieurs formes et ils se sont développés au fur et à mesure. Ça a commencé par des échanges de fichiers plats, les fameux CSV ou les .txt que tout le monde a connus. C'est passé aussi par des fichiers structurés. C'est là qu'on a vu l'explosion, le développement du langage XML, de la norme XML, qui a servi beaucoup à échanger des données entre ces différents systèmes d'information et les sites web. Les fichiers, bien sûr, qui sont passés du système d'information ou du site web de l'un vers l'autre. Ensuite, on a pu s'attaquer aussi les bases de données, pas mal d'échanges de connexions directes de bases de données en lecture, en écriture, sur des bases de données qu'elles soient SQL ou NoSQL. Et ensuite sont apparus les premiers web services dont on va parler un peu plus loin. Si maintenant on se met en 2021, on est vraiment sur ce qu'on appelle la révolution digitale, qui n'a pas fini de nous étonner. Maintenant, ça va très très vite. Et en 10 ans, on peut dire que tous nos usages du web ont été bouleversés, puisque maintenant, on ne parle pas d'usage du web, mais on parle d'usage du digital. C'est le fameux glissement sémantique dont je vous parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, un site, c'est que la face émergée de l'iceberg. Un site, c'est vraiment le 10% de ce que va représenter l'activité digitale du
d'une entreprise. On est passé dans un monde post-navigateur, c'est-à-dire que le sacro-saint navigateur qui a dominé notre relation à Internet pendant des années, maintenant c'est presque devenu démodé d'ouvrir son Firefox, d'ouvrir son Chrome pour aller sur Internet. C'est un usage qui devient minoritaire. Aujourd'hui, on a aussi l'utilisation des solutions SaaS, donc Software as a Service. On n'a plus des logiciels, mais on a des sites Internet qui vont nous servir de logiciels. Et tout ça sur des architectures cloud. Aujourd'hui, c'est devenu la norme. Si on se remet 10 ans en arrière, c'était impensable d'avoir tous ces logiciels en cloud. Et on est aussi passé à un changement de paradigme qui est au début des années 2010, on était sur un adage qui était content is king. Le contenu est roi, c'est comme ça qu'on développe son trafic sur Internet, c'est comme ça qu'on fait vivre un site Internet, on ne parle que de contenu. Aujourd'hui, le contenu, c'est un moyen, mais en fait, ce qui compte, c'est la data. Aujourd'hui, c'est data is king, les data, qu'elles soient du contenu, mais qu'elles soient des données utilisateurs, et je vais vous en parler plus loin, cet océan de données dont on est en train de nager au milieu aujourd'hui. Si on fait le point en 2021, je vous parlais de l'ère post-browser, post-navigateur. On a une infinité de devices et d'interfaces qui sont connectés au digital, au site Internet. On a les classiques, desktop, mobile, tablette, mais on a aussi des lecteurs d'écran pour gérer les situations de handicap. On a des bornes interactives qui vont être sur des points de vente, qui vont être dans des musées, enfin qui sont de plus en plus utilisés. On a l'Internet des objets qui va consommer beaucoup de données Internet. Donc tout ce qui est vos radiateurs connectés, vos miroirs connectés, votre domotique. On a les voitures autonomes qui vont faire leur apparition. On a aussi les enceintes, les webcams, tous ces objets qui nous espionnent, nous écoutent et qui sont connectés. On a les Google Glasses. Vous allez voir que ça va revenir. Le monde n'était pas prêt, mais je pense que c'est tellement un fantasme technologique que ça va revenir. Et on a dernièrement la notion de métaverse qui est apparue, mais qui va se développer les prochaines années. Donc tout ça est connecté au web et fait partie de notre univers digital connecté. De la même manière, on a un océan de données qui est à la fois à explorer, mais aussi à échanger. Toutes ces données doivent transiter pour les différents usages. J'ai mis un petit merci Bill Gates et la 5G, c'est pas du tout complotiste, hein, c'était pour dire que l'accélération des débits et de l'équipement des internautes et de la population en général a accéléré tout ça. Donc les data, c'est le contenu éditorial, donc ça c'est le degré 1 d'Internet. Ce sont les médias qui vont accompagner et qui sont développés aussi. L'usage de la vidéo a explosé, l'usage de l'audio aussi. Les données produits, donc là on va parler maintenant de produits de PIM, Product Information Management, des systèmes qui sont destinés à gérer uniquement des données produits, un ensemble de données produits, un catalogue, et qui vont échanger en temps réel avec des sites internet, même des sites internet e-commerce. On a beaucoup de bases et de jeux de données de tout type qui sont en open data et qui doivent être moissonnés, entretenus, échangés et explorés. De la même manière, on a un montant faramineux de données de géolocalisation, de données géospatiales. Toutes les données maintenant sont géolocalisées. Et pareil, un montant faramineux, et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui les GAFAM sont les premières entreprises du monde et que c'est leur fonds de commerce de données utilisateurs qui vont alimenter des systèmes de CRM, de marketing automation pour toujours accélérer les processus de vente en ligne et de e-commerce. Et de vente physique aussi. Et donc pour faire transiter tout ça, échanger tout ça entre tous nos systèmes et toutes ces données, cette masse de données, on est arrivé aujourd'hui à une norme qui est la norme de fait, c'est les API. Donc c'est une norme de programmation, c'est une interface de programmation d'application, mais les API permettent de structurer tous ces échanges et de créer une couche d'abstraction qui permet à toutes les technologies de communiquer entre elles. Donc pour la faire rapide, parce que je ne vais pas aujourd'hui vous faire un cours sur les API permettent d'échanger des données entre différentes briques web et ça le fait généralement avec un modèle assez simple qui est le modèle CRUD. CRUD, c'est pour Create, Read, Update, Delete. C'est-à-dire que finalement, quand vous échangez de la donnée, il y a 4 actions principales qui sont la création, la lecture, la mise à jour et la suppression. Bien sûr, il y a des notions d'authentification, de sécurité et de recherche, mais
de l'API sont vraiment sur ce système de droit CRUD qui les rend un peu universels. Et le protocole le plus utilisé aujourd'hui pour faire l'utilisation de ces API, c'est les web services. Donc les protocoles les plus connus sont le format JSON de données avec des API de type REST. C'est ce qui constitue beaucoup d'échanges entre les sites web. Et pour vous illustrer un peu tout ce que je viens de vous raconter, c'est le fameux monde post-browser, post-navigateur. Là, c'est une slide d'un DrupalCon. L'exemple au milieu, c'est un Drupal. On voit que Drupal est au milieu de l'échange. Donc, c'est vraiment import-export, communication temps réel entre différentes devices, mais aussi de la voix, le marketing automation, les classiques entrées manuelles de contenu qui sont saisis par les contributeurs, des échanges avec des sites mobiles, des échanges avec des API mobiles, avec des chats, des frigos, donc ça c'est l'internet des objets. Donc on voit bien que aujourd'hui il faut plus penser à un site web comme quelque chose qui fournit du contenu à un simple utilisateur, mais comme un centre de transition de données qui va mettre à disposition des données et en consommer d'autres. C'est vraiment le changement de paradigme auquel on a assisté. Je vais vous faire un petit focus sur Drupal. Vous en doutez, on aime beaucoup Drupal. Pour vous rappeler pourquoi c'est le premier CMS, donc CMS c'est Content Management System, qui est API First. Si on se rappelle, si on fait un bref récap de ce qu'est Drupal, Drupal ça existe depuis 2001, ça avait été créé par un Belge qui s'appelle Dries Buytaert, qui est aujourd'hui milliardaire. Vous voyez à droite ce qu'on appelle sa release history, c'est-à-dire les différentes versions de Drupal qui ont existé. Donc on est parti de la 5, la première version majeure de Drupal, c'est la 4.7, on va dire. Depuis les versions majeures sont enchaînées. Là, Drupal 7 va arriver en fin de vie en 2022 et maintenant on a un peu normalisé les montées de version depuis Drupal 8 et vous voyez que les cycles s'enchaînent très bien avec des garanties de compatibilité ascendante depuis Drupal 8. C'est un CMS puissant qui est sécurisé, il y a un gros aspect sur la sécurité et qui est très flexible puisqu'on a un système de core Drupal, auquel viennent se greffer des modules. Il y en a plus de 11 000 qui vont permettre à chaque fois de rajouter des fonctionnalités et de faire grandir le périmètre fonctionnel de votre site. Aujourd'hui, c'est plus d'1 million de sites. Je crois que même on doit atteindre 2 millions parce que cette slide, elle a quelques mois. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est que ça fait tourner plus de 3,5% des sites dans le monde. C'est-à-dire qu'un site sur 30 tourne sous Drupal, mais comme Drupal est un CMS assez puissant et qui est légèrement utilisé pour les gros sites qui justement ont besoin de ces API, ont besoin de ces systèmes pour communiquer avec d'autres systèmes d'information, il représente 13% des 10 000 premiers sites mondiaux. On voit bien que la marche s'accélère, plus le site est gros et plus Drupal a sa part de marché. Donc c'est bien sûr, c'est un produit open source. Il est évolutif, je vous en ai déjà parlé, avec tout son système de modules et bien sûr entièrement gratuit. Et derrière, c'est PHP avec des composants Symfony et des bases de données SQL avec une préférence bien sûr pour MySQL qui est devenu MariaDB maintenant, mais qui est le système open source le plus répandu et le plus utilisé. Pourquoi Drupal est très orienté API First, c'est qu'il a été précurseur dans l'utilisation des API. Si on remonte à la version 7, qui est apparue il y a quelques années maintenant, Drupal, c'est dès cette version 7 structuré sous forme d'API. Tout a été mis en place dans le core Drupal en termes de programmation pour que ce ne soit pas un simple programme, mais que ce soit des API qui communiquent et qui sont consommables par d'autres systèmes. Un exemple simple, c'est par exemple pour le e-commerce, on a un ensemble de modules qui s'appelle Drupal Commerce et qui ont créé Drupal Commerce et se redévelopper sous forme d'API. Donc on a la Commerce API qui va fournir un ensemble de méthodes pour toutes les actions e-commerce les plus courantes. Et on a au sein de la Commerce API, on a la Product API, on a la Tax API, on a la Checkout API, la Shipping API, tout est sous forme d'API pour que justement ce soit modulaire et que ça puisse être utilisé et connecté à d'autres systèmes. Je vous l'ai dit, c'est un système de gestion de contenu qui est le plus avancé historiquement pour une intégration au système d'information. C'est pour ça que ça fait tourner des gros sites. C'est que Drupal s'est très tôt intéressé à comment je vais récupérer de la donnée, comment j'envoie de la donnée à plein de formats dans des différents systèmes d'information. C'est aussi possible parce qu'il y a un système de structuration des contenus qui est très avancé et qui est très similaire à des bases de données ou du XML.
HTML. La logique de Drupal, c'est de structurer des types de contenus sous forme de nodes, de taxonomie, qui permettent d'échanger ces données de manière très structurée. Et bien sûr, dès le début, il y a eu beaucoup de modules contribués dans l'univers de Drupal qui sont développés et qui étaient à la fois consommateurs, c'est-à-dire récupérer de la donnée, ou producteurs d'API qui disent voilà mon API, maintenant tu peux venir récupérer ma donnée et te servir de mon API. Et tout ça a été accéléré avec Drupal 8. L'arrivée de la version 8 qui était une refonte complète de Drupal technologique, et ça s'est encore plus accéléré depuis la version 9. Et donc Drupal 8 a affirmé cette notion de nous ne sommes pas un site web, nous ne sommes pas un CMS, nous sommes une API et un ensemble d'API, et vraiment il faut considérer Drupal comme un programme mettant à disposition un ensemble d'API à qui veut les consommer. Ça a commencé par exemple l'intégration de Migrate, qui est avant un module et maintenant qui est une API du corps qui permet de se connecter à un nombre incalculable de sources de données et de gérer leur import quotidien toutes les 5 minutes de manière très structurée et avec des méthodes qui sont dignes des plus gros systèmes. Ça, c'est une chose. Et depuis la version 8, Drupal et le fameux protocole REST dont je vous parlais tout à l'heure, et c'est une API REST par défaut. C'est-à-dire que votre navigateur qui va venir chercher des pages va en fait requêter une API en lui disant donne-moi la version HTML de ce contenu. Mais en fait, on peut très bien imaginer un autre device qui n'est pas un navigateur qui va dire donne-moi la version JSON de ce contenu. Et par défaut, ça marche selon le protocole REST. Drupal 8 a mis ça en place from scratch. C'est-à-dire que dès que vous ouvrez le site, c'est comme ça, il suffit d'activer un module. Pareil, depuis la version 8.7, donc ça c'est un peu plus récent, la JSON API, donc ce qui est une manière de communiquer sous forme au format JSON les contenus et dans le corps. Donc ça aussi c'est un gros changement. Et ça s'est accéléré avec la version 9, je vous disais, puisque Drupal, la communauté ayant constaté que Drupal est très adapté de par son côté API First à la construction de sites headless et de plus en plus utilisé comme ça, ils ont décidé d'accélérer son adoption et de faciliter la mise en place technique de tout ça. Et il y a des initiatives qui se lancent pour poser les jalons du headless directement dans le corps pour qu'il y ait encore moins de travail à faire et moins de surcoût de développement à utiliser Drupal comme un CMS headless, comme on va l'avoir par la suite. Donc il y a la Decouple Menu initiative qui fait du headless par défaut pour travailler avec plein de frameworks front et en commençant par les menus. Donc, je vais vous parler justement d'un cas d'application concret qui est de cette démarche API First de Drupal, qui est la mise en place d'un site headless. Donc, qu'est-ce qu'un site headless? On va reposer les bases. Vous voyez le schéma du dessous. J'espère qu'il est assez gros. De toute façon, sinon vous aurez les slides. Pour faire simple, on va parler de découpler versus monolithique. Donc à gauche, on a la version monolithique d'un Drupal, de l'usage d'un CMS Drupal. On voit que sur la partie du haut, on a le front-end, donc ce que voit l'utilisateur. Et puis, c'est encadré dans une grande partie qui comprend le back-office, qui est le back-end, et tout ça, c'est géré par une seule instance du CMS. Le rendu est fait sur la même instance. Et donc, c'est très monolithique. Même les templates HTML sont stockés au même endroit, la même base de code. On a les mêmes développeurs. Si on part en découplé à droite, on va avoir le CMS qui ne va plus être utilisé que comme gestionnaire de données, comme back-office. Donc le back-office gère les datas et il va les exposer via des API. C'est la petite couche en plus que vous voyez en haut de la partie bleue. Il va mettre à disposition des web services pour que un autre système vienne les consommer. Et ça, c'est le front office qui, lui, est maintenant une application autonome, donc qui n'est pas du tout du Drupal. Ça peut être n'importe quelle technologie. Et lui, il va gérer le rendu du site. Donc Drupal, lui, s'occupe plus que de la donnée et des données structurantes comme les métadonnées, les menus, les routes, des choses comme ça. Mais le site en lui-même, sa création, son affichage, sa navigation va être entièrement géré par le front. Et donc, le front est en charge de récupérer toutes les données depuis le back via des API. Donc, on est passé d'un système à deux systèmes. Alors, pourquoi? Vous allez me dire, on va étudier ça
dans les prochaines slides. Déjà, je vais vous parler des technologies en jeu. Quand on fait un site headless en Drupal, le back-office, c'est du Drupal. Donc, c'est du PHP, du Symfony et des bases de données MySQL, enfin SQL en tout cas. Et le front office, c'est Node.js, qui est un serveur qui utilise la technologie JavaScript et qui va utiliser pour le rendu un framework JavaScript. Donc, les trois plus connus aujourd'hui, les trois plus usités par ordre décroissant d'usage sont React, React.js, Angular.js et Vue.js. Et donc ça, c'est les technologies back et technologies front. Et pour communiquer entre tout ce petit monde, on va utiliser des web services qui exposent des données. Donc généralement, on a deux formats, soit JSON, soit GraphQL, qui est un autre type d'échange de données et une autre norme d'échange de données. Donc pourquoi un site headless? Les avantages d'un site headless par rapport à une approche monolithique. La première, c'est on peut dès le début mettre en place des équipes de développement indépendantes. Les compétences requises pour faire du CMS monolithique sont bien sûr variées, mais il va falloir les maîtriser les deux dans votre équipe, alors que là, vous pouvez avoir deux équipes de développement, une de back et une de front, qui vont travailler de manière parallélisées et qui vont pas être interdépendantes. C'est-à-dire qu'on sait que l'équipe front sait quelles données elle doit récupérer, elle a des spécifications pour ça. Elle va pouvoir travailler donc de manière autonome et l'équipe back sait quelles données elle va devoir fournir, mettre à disposition par des API. Donc elle va pouvoir aussi travailler de manière autonome pour ça. Donc c'est un gain de temps sur les plannings qui permet d'accélérer les phases de développement sur des gros sites. C'est aussi idéal pour les sites qui mêlent à la fois un fort contenu éditorial, donc des contenus qui ont besoin d'être mis à jour dans un back-office structuré, avoir plusieurs typologies de contenu, et beaucoup de services utilisateurs avec récupération de données. Et dans ce cas-là, on va mettre en place pour le front office une API gateway, c'est-à-dire que on va rajouter un intermédiaire qui va récupérer à la fois par web service les contenus depuis Drupal et qui va récupérer des données de manière sécurisée, authentifiée sur d'autres éléments du système d'information. Par exemple, les factures. Vous êtes sur le site EDF, vous avez beaucoup de contenu éditorial et vous êtes connecté, vous allez dans votre espace client et là vous avez un espace qui va vous récupérer vos factures, votre consommation. Tout ça est bien sûr géré sur du headless avec des récupérations en temps réel qui passent par des web services et cette fameuse API Gateway. Un autre avantage aussi, c'est que justement sur ces sites, le front va utiliser donc Node.js pour la génération de pages en tant que serveur, et il est beaucoup moins gourmand que peut l'être Drupal en PHP pour la même génération de pages. Donc ce qui veut dire que sur des sites avec un fort trafic et qui plus est un fort trafic authentifié, on va avoir des gains de performance qui vont permettre de scaler beaucoup plus vite et d'avoir des hébergements, des infras d'hébergement qui sont beaucoup plus réduites et qui coûteront moins cher. Bien sûr, ça a des inconvénients, le headless. Donc, c'est pour ça que, notamment nos architectes techniques, nous, quand on prend un projet, on n'a pas d'approche toute faite qui est de dire on fait du headless, on fait pas du headless. On va étudier en fonction d'une grille et des risques sur les inconvénients, les avantages à mettre en place une approche headless. Un des inconvénients, c'est que ça génère un surcoût en termes de développement. Généralement, c'est à peu près 15%, parce qu'il y a beaucoup de data à transférer du back vers le front. Je vous ai parlé des données éditoriales, mais un site internet, il y a aussi beaucoup de données qui sont structurantes comme les menus, les routes, les métadonnées, les métas, qui doivent être aussi transférées depuis le back. Et pour tout ça, il faut effectivement mettre en place, vérifier les échanges de données, les API, et le faire de manière structurée. Ensuite, si on se projette dans la vie du site, notamment en termes de TMA, de maintenance applicative, on va avoir besoin de beaucoup, enfin pas beaucoup plus, mais on va avoir besoin de plus de ressources et de compétences pour maintenir tout ça. Parce que du coup, vous avez quand même deux systèmes informatiques, deux technologies différentes, avec des compétences front qui sont à l'heure actuelle recherchées et qui ont besoin de développeurs front avec une certaine expertise. Et de la même manière, puisqu'on parle là de développeurs front, c'est plus de simples intégrateurs HTML, CSS, c'est des vrais développeurs front. Et de la même manière, vous avez besoin d'avoir cette compétence qu'il y avait déjà dans une approche monétique, qui sont les développeurs back. Et pareil, un point d'attention, quand vous avez justement une API Gateway,
ce qui est le cas de la plupart des sites headless, vous allez avoir besoin de menus qui proviennent de différentes sources, à la fois du back pour l'éditorial, mais aussi du système d'information pour d'autres parties personnalisées. Et il y a une gestion fine à avoir au niveau des menus qui est pas évidente sur pas mal de projets. Donc ces inconvénients sont à prendre en considération dans le choix du headless. Donc pour être plus concret, quelles sont les typologies de projets pour lesquels le headless est adapté? La première typologie qui est vraiment la plus utilisée, c'est ce qu'on appelle les applications PWA, Progressive Web App, c'est-à-dire construire une application web, mais la développer comme on développe un site internet et rajouter une surcouche technique qui permet de pouvoir directement la mettre sur son téléphone mobile. Cette approche a une petite limite, c'est-à-dire qu'on peut faire des belles applications en Progressive Web App, mais le système de notification en Progressive Web App ne fonctionne pas sous iOS, sous iPhone. Donc dans ces cas-là, on fait quand même une Progressive Web App. Donc on crée un site internet en headless avec une technologie Angular, mais on utilise un outil qui s'appelle Ionic pour générer derrière une application mobile iOS en plus, selon les mêmes sources, selon les mêmes usages, mais on a besoin de cette surcouche pour traduire Angular dans le langage natif iOS. Donc ça, c'est très adapté dans des contextes mobiles très interactifs qui permettent de développer des applications mobiles à des coûts inférieurs que des applications mobiles natives et de rester quand même dans du développement web, donc en plus d'avoir un portail web. On peut aussi développer en headless quand on a un portail web avec beaucoup de services interconnectés, avec des utilisateurs authentifiés qui vont récupérer de la data de manière sécurisée, authentifiée et personnalisée sur plein de systèmes d'information. Dans ce cas-là, le headless est très adapté et évite de mettre en place des data stores au sein du CMS, au sein d'un Drupal monolithique. Et un des gros avantages aussi du headless, c'est de pouvoir avoir des pages immersives avec des animations, des effets de transition, c'est-à-dire d'avoir une approche qui est beaucoup plus conforme aux expériences de navigation qu'on a sur des applications mobiles, avec des transitions fluides, l'impression de rester tout le temps sur la même application, sur la même page, sans jamais en changer, sans jamais avoir de chargement d'écran blanc, et d'avoir une expérience utilisateur vraiment plus que satisfaisante, qui est immersive. Et donc dans ce cas-là, on ne peut le faire que en headless, avec des technologies front qui sont un peu plus évoluées. Ça, c'est aussi un des gros points qui fait pencher la balance vers le headless. Et donc, ayant posé toutes ces bases, qui j'espère vous aideront à un peu mieux appréhender le headless si vous ne l'aviez pas déjà fait, je vais vous parler de 3 retours d'expérience qu'on a chez Access sur 3 beaux projets, et qu'on a fait en Drupal et en headless. Le premier projet, c'est pour les mutuelles Aesio. Donc Aesio, c'est anciennement EOV MCD, c'est un gros groupe mutualiste. Et là, on a refait l'espace client Adesio en Drupal headless. Le défi du projet, c'était interconnecter différents systèmes d'information de plusieurs mutuelles au sein d'un même espace client, puisqu'on avait une réunion de mutuelles. Donc les technos qu'on a utilisés, c'est pour le front office, on a utilisé Angular. Pour l'API Gateway, c'est-à-dire la couche intermédiaire qui va permettre au front de requêter à la fois les données du back et à la fois les données des systèmes d'information. On a utilisé Java et le back-office en Drupal. Pourquoi on a choisi du headless? Car en fait, beaucoup de données qui doivent être affichées sur cet espace client adhérent, ils proviennent directement des systèmes d'information des mutuelles. Et il y a plusieurs mutuelles. Il y en a 4 en l'occurrence. Et donc l'idée, c'était qu'il était plus facile de les exposer directement via une API Gateway qui va en plus gérer toutes les couches d'authentification de l'utilisateur, de sécurisation, d'échange de données, plutôt que d'aller les stocker à un autre endroit dans un CMS monolithique. Les difficultés qu'on a rencontrées sur ce projet, c'est bien sûr, et ça c'est souvent le cas en headless, quand on a des données hétérogènes,
qui proviennent de différents systèmes d'information. Il y a un gros travail d'architecture à faire et de toute façon, c'est le cas en headless puisqu'il faut vraiment penser ces web services, ces échanges de données. On est vraiment sur de la donnée structurée. C'est pour ça que Drupal est très adapté parce que Drupal est très bon en données structurées, mais c'est un réel challenge qu'il ne faut pas négliger. Et du coup, les résultats, les KPI et l'insatisfaction, c'est qu'on a une harmonisation des données pour les clients. Pour lui, le client, c'est transparent. Il avait une mutuelle, il a rejoint Aesio et il a le même type de données que les autres personnes. Donc, on a un espace client qui est vraiment uniformisé. Et on a mis en place aussi une progressive web app qui permet de gérer tout ça sur mobile. Donc, on a fait vraiment d'une pierre plusieurs coups. Un autre exemple, c'est le portail Pro Boiron, donc le portail destiné aux professionnels des laboratoires Boiron. Et les défis, c'est proposer aux clients une interface qui regroupe les différents services qu'on leur offre et surtout d'avoir un site un peu plus immersif, un peu plus au goût du jour, qui correspond plus à l'image de Boiron. Donc on a utilisé un front en React. Donc c'est une variante d'Angular. On aurait pu faire l'Angular, mais là c'est React. Et Next.js, qui est un autre framework au sein du framework React et qui permet notamment de gérer de manière optimisée tout ce qui est SEO. C'est-à-dire qu'un des inconvénients, j'en ai pas parlé du headless, c'est que on n'a pas d'URL qui correspondent à chaque page par défaut. Et donc, il faut en tenir compte pour que Google vienne indexer ce site, même si Google aime beaucoup les sites headless. Mais en tout cas, il faut mettre à disposition un ensemble de pages statiques qui vont pouvoir être indexées. Et c'est ce que permet notamment Next.js dans le cadre du framework React. On a fait l'API Gateway en Java et le back-office en Drupal. Et au niveau des difficultés, c'est pareil. Une grosse cartographie applicative a dû être menée pour justement recenser toutes ces API, les structures de données, comment on les compile. Donc ça, c'est les vrais défis des projets headless. Parce que on a choisi le headless parce que les différents services de Boiron offraient déjà des API par rapport à tous ces services et ces données. Donc ça a permis rapidement de se dire bon, on va faire du headless, une API gateway pour aller en direct interroger ces API de manière authentifiée et sécurisée. Et du coup, le résultat, sur desktop et sur mobile, je vous invite à consulter le site, mais vous avez un site moderne avec une performance en termes de temps de chargement, en termes de navigation pour les professionnels qui est assez bluffante. Et le dernier projet que je voulais vous présenter, et après je vais laisser la place aux questions, c'est le site internet pour Vika. Donc Vika qui est un gros groupe qui fournit des matériaux dans le domaine du BTP, un gros groupe français assez historique. Et c'est pour la filiale Granula de ce groupe, donc granula-vika.fr. Et là, on est vraiment sur plutôt des données front, donc vraiment proposer un site moderne. Et le but de ce site est de présenter des produits, les produits de la filiale Granula. Et donc, toutes les données de ce produit étaient stockées dans ce qu'on appelle le PIM, le Product Information Management. Et l'approche ancienne, monolithique, pour exposer à des visiteurs des données produits sur un catalogue, serait de les importer de manière régulière dans le CMS monolithique, et puis ensuite de construire la navigation dessus. Là, le choix du headless, il s'est fait parce que on avait envie d'afficher directement des données à jour de qualité à l'utilisateur sur le front office sans avoir à passer par le CMS pour stocker les données du PIM. Donc, aller requêter directement le PIM au cours de la navigation. On a utilisé pour ça React, pareil avec Next pour tous les enjeux SEO. On a développé l'API Gateway en Node.js, une petite variante des API Gateway qu'on a développé en Java, et le back en Drupal. Et une des difficultés, là c'est plus un challenge DevOps, c'était de vraiment éclater encore plus l'architecture technique au niveau de l'hébergement pour mettre en place une architecture microservice qui est un peu plus complexe que une architecture classique. Tout ça hébergé sur Amazon Web Services, donc il y avait un vrai enjeu DevOps de connaissance des process et de l'outil et de l'architecture technique de tout ça. Et le résultat de ce site en headless, c'est qu'on a des données produits qui sont centralisées, mises à jour, accessibles uniquement en un seul lieu, donc le Product Information Management, qui fait partie du système d'information de l'entreprise, tout en ayant un rendu de qualité sur le site, en étant rapidement accessible, indexable et mis à jour sur le site pour les utilisateurs. Donc un des autres exemples où le headless est adapté.
Et j'en ai fini avec ma présentation de nos retours d'expérience. J'espère que vous avez pu un peu plus comprendre comment l'usage de Drupal, donc là un CMS qui est très API first, va pouvoir augmenter et développer votre stratégie web omnicanal, et notamment dans le cas de réalisation de sites en headless, qui est une technologie qui est amenée à se développer et bien qu'il est présentant des inconvénients, va aussi vous offrir des avantages sur une certaine typologie de projet. Et pour ça, bien sûr, n'hésitez pas à revenir vers nous pour discuter de vos projets, qu'on puisse vous orienter sur ces choix technologiques de monolithique versus headless. L'un n'est pas adapté dans toutes les situations, l'autre non plus. Et je vais laisser la parole à vos différentes questions. Vous pouvez les poser dans le chat. Je suis tout oui. Et merci de votre écoute. Je suis très heureux d'avoir eu un public attentif. Alors visiblement, j'ai un public qui connaissait bien le headless et j'en suis ravi. Alors bien sûr, vous recevrez toutes les slides de ce webinaire, vous avez mes coordonnées et n'hésitez pas à me contacter pour discuter de votre projet si vous avez un tel projet de création ou de refonte sur des usages de Drupal tout court ou des usages de Drupal et Headless. On sera très heureux de répondre à votre demande et de vous accompagner dans ces choix technologiques qui concernent maintenant, comme vous l'avez vu, tout votre système d'information. Refaire un site web aujourd'hui, c'est pas seulement faire une vitrine, c'est refaire une brique assez importante d'un écosystème digital. Alors j'ai une question de Vincent qui me demande à partir de quels critères on décide de partir sur une solution headless. Alors je reviendrai, je vous invite à revenir sur les slides, sur les avantages, les inconvénients et la typologie de projet, mais ça va se décider sur déjà une cartographie de vos systèmes d'information et des données. On va se demander sur le site que vous avez à faire, quelles sont les données que vous voulez exposer, quels sont leurs degrés de complexité, de fraîcheur, et ensuite comment on va les afficher. On a ce premier filtre. On va aussi voir au niveau de l'expérience utilisateur, par rapport à votre charte graphique, l'expérience, votre univers, tout votre univers digital, quelle est l'expérience utilisateur que vous voulez mettre. Et on va aussi vérifier les usages par rapport aux usages mobiles. Si on va très vite s'orienter vers une application mobile, dans ce cas-là, on va penser Progressive Web App et on va penser très tôt Headless parce que c'est des solutions qui sont très adaptées. Donc il n'y a pas de solution, il n'y a pas de, comme vous le dites, hein, c'est plusieurs critères et il faut avoir une grille, une expression de besoin qui est des charges un peu avancées pour qu'on puisse l'étudier et vous dire, bah là, on estime que la techno est adaptée. Et puis bien sûr, après, il y a une notion de timing et de prix et de maturité technologique des différents éléments du SI, savoir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir exposer à une API, est-ce qu'il y a assez d'API déjà existantes pour qu'on puisse partir sur une solution headless. Alors, une question de Pierre Cotinière. Pourquoi utiliser une API Gateway Java plutôt que des API Drupal? Alors, quand on met une API Gateway Java, c'est pas pour parce que c'est mieux qu'une API Drupal, c'est parce que c'est une couche intermédiaire en plus. C'est-à-dire que on a les API Drupal qui vont très bien marcher avec tout ce qui est contenu éditorial et tout ce qui est contenu géré par le back. Mais l'API Gateway, elle va mettre une couche en plus qui va permettre de s'authentifier aux autres API et qui va permettre d'interroger les autres API de tout l'ensemble des systèmes d'information. Donc ça permet de gérer généralement, par exemple, l'authentification utilisateur sur un système de mutuelle, le single sign-on ou en tout cas l'authentification utilisateur est pas géré au niveau du Drupal. Les utilisateurs sont pas du tout stockés dans le Drupal, donc il va falloir s'authentifier et on rajoute une couche intermédiaire, donc une API Gateway qui va assurer ce rôle-là et qui va aussi, une fois authentifié, assurer le rôle de récupération au niveau des différents systèmes d'information.
Donc c'est pour ça, c'est parce que on a déjà Drupal et Java est généralement plus adapté pour s'interfacer. Il y a un ensemble de méthodes et de SDK, de kits de développement qui sont fournis en Java pour aller requêter toutes ces API métiers. Alors j'ai plus un remerciement qu'une question de Eric. Merci beaucoup. Je suis très heureux si j'ai pu vous apporter quelques éléments. Pascal qui me demande quel est le ratio d'économie sur l'hébergement pour un site équivalent entre full Drupal et headless. Alors, économie sur l'hébergement, c'est des pricing qui sont très difficiles, surtout en cloud, parce que ça va dépendre des processeurs, de la RAM, de l'espace disque. Donc, on va prendre un exemple simple. Pour une page authentifiée, l'accueil d'un espace adhérent, par exemple, pour reprendre un exemple dont je vous ai parlé, l'accueil d'un espace adhérent, l'affichage de cette page en Drupal va consommer 5 fois plus de mémoire vive que l'affichage de cette même page en Node.js. Donc ça, c'est une mesure unitaire. Après, il faut, en approche DevOps, on va parler d'optimisation de cache. Donc c'est une donnée brute. Mais on peut dire que on a des ratios d'économie de au moins la moitié, je pense, en termes d'hébergement sur tout ce qui est front. Après, bien sûr, ça va dépendre aussi de toutes les autres instances qui sont en jeu, des volumes de données échangés. Donc, il n'y a pas de règle, mais en tout cas, c'est plus de la moitié d'économiser sur les performances front. Je suis content d'avoir des questions. En plus, elles sont toutes pertinentes et un peu challengeantes. Donc, ça me fait bien plaisir d'avoir un public réactif. Peut-être qu'on a le temps de prendre une dernière question. N'hésitez pas. Alors, j'ai une dernière question d'Eric. Nous travaillons côté CRM client sur HubSpot, donc effectivement, qui est une technologie dont nous sommes intégrateurs, site web public, marketing automation, monétisation Stripe, et avons en aval un site e-learning Drupal que nous mettons à disposition de nos clients, je pense. Avez-vous déjà mené des projets pour interconnecter Drupal et HubSpot? Alors, j'ai pas là encore la connaissance de tous les projets HubSpot, Drupal, enfin HubSpot qu'on réalise, mais il me semble que, enfin, étant donné la connaissance que j'ai d'HubSpot, qui est une interface assez puissante, un produit assez puissant et qui a un ensemble de connecteurs avancés, et si le connecteur Drupal n'existe pas, il existe au moins beaucoup d'API mises à disposition par HubSpot. C'est vraiment très puissant comme produit. Et étant donné pareil, le Drupal, l'ensemble de modules, je sais qu'il existe un module Drupal HubSpot qui permet de se connecter de manière sécurisée, authentifiée et avec un ensemble de méthodes basiques, avancées, notamment sur les formulaires à HubSpot. Donc, je ne sais pas si on en a vraiment mis un en place. Là, je me retournerai, je pourrais revenir vers vous avec la réponse. Je me retournerai vers l'ensemble des équipes de prod. Mais je sais que cette intégration, elle est assez simple et possible puisque d'un côté, vous avez l'ensemble de l'API HubSpot qui est assez bien faite, et de l'autre côté, vous avez ce gros module Drupal qui est assez référent et de qualité et maintenu, qui permet de connecter son Drupal à HubSpot de manière justement avec l'utilisation des API. Donc, je vais pas m'engager sur un oui ou sur un non sur la référence parce que ça se trouve, il y en a une quelque part. Et ça, je reviendrai vers vous. Mais en tout cas, c'est assez facile de le faire. Et en tout cas, on est en capacité de le faire puisqu'on a à la fois des experts HubSpot certifiés chez nous. Et comme vous le savez, enfin, je pense que vous l'aurez compris, on a beaucoup d'experts Drupal. Donc, c'est un projet qui est tout à fait réalisable. Merci Eric. Donc je pense qu'en plus, on a réussi à finir, et pourtant je suis bavard, on a réussi à finir ce webinaire à l'heure. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute attentive.
Je suis très heureux d'avoir pu vous présenter ce côté headless et API first de mon CMS favori et de notre CMS favori chez Access. Et n'hésitez pas à revenir vers moi. Vous avez toutes mes coordonnées dans la première slide, enfin dans l'une des premières slides de ce webinar. Et Eric, je reviendrai vers vous pour vous confirmer ou vous infirmer la notion de référence déjà existante de Drupal interconnecté à HubSpot ou vice-versa. En tout cas, merci à toutes et tous. Je vais arrêter la diffusion de ce webinar et je vous souhaite une excellente journée et j'espère vous revoir au prochain webinar qui, pour le coup, sera sur la présentation, donc en décembre, des nouveautés de la dernière version de Drupal, puisque chaque version mineure apporte son lot de nouveautés et on les parcourra ensemble si vous êtes intéressés. Donc, il y aura les communications habituelles. N'hésitez pas à vous inscrire et j'aurai le plaisir de vous y revoir. À très bientôt et bonne journée. Au revoir.